Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui est le troisième rendez-vous des journées d'études du mémorial du camp de Rivesaltes. Je suis Nina Vorel, responsable communication du mémorial et j'ai le plaisir d'ouvrir ce second webinaire intitulé «Les organisations de défense des étrangers et les politiques migratoires, regard croisés de deux sociologues» avec aujourd'hui Mathilde Pett et Nicolas Fischer. Les journées d'études cette année portent sur l'action et l'engagement des œuvres de secours du camp de Rivesaltes à nos jours. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au mémorial et que nous avions prévu d'aborder l'an passé à l'occasion des 80 ans de la CIMAD. La crise sanitaire que nous connaissons est passée par là et nous a empêchés d'organiser ces journées sur le format prévu. Malgré tout, nous sommes ravis aujourd'hui de tenir ces journées entièrement en ligne et de vous proposer 4 rencontres ou webinaires comme aujourd'hui. Je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants ainsi que nos partenaires sur cet événement, l'Université de Perpignan via Domitia et la CIMAD. Merci également à toute l'équipe du mémorial du camp de Rivesaltes. Et je laisse la parole à Marion Decombe qui va vous présenter plus en détail ce webinaire et nos intervenants. Merci Nina, bonjour à tous. Alors, l'objectif de ces journées d'études, c'était d'aborder la question des œuvres de secours sous des angles différents et avec plusieurs regards pour essayer de comprendre les ressorts de l'engagement et son évolution depuis l'ouverture du camp de Rivesaltes en 1941 jusqu'à aujourd'hui. On utilise évidemment dans cette, suite de rencontres la CIMAD comme fil rouge puisque c'est une organisation dont l'histoire a avancé en parallèle avec celle du camp de Rivesaltes. Mais évidemment l'objectif, de ces rencontres, c'est de questionner l'engagement des militants associatifs, bénévoles, salariés, à travers, différentes périodes, quelles que soient les formes d'engagement et les associations auxquelles, ils appartiennent. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes membre d'une association, si vous êtes salarié, d'une structure, en lien avec l'accueil. On est toujours intéressé de savoir qui nous regarde et qui participe, à ces webinaires et puis c'est moins vertigineux pour les personnes qui, interviennent aujourd'hui de savoir, qui est avec nous aujourd'hui. Ces journées d'études, elles ont commencé, le 6 mai avec une rencontre entre Henri Masson, le président de la CIMAD et Denis Péchanski, qui est historien et président du conseil scientifique du mémorial. Une discussion que vous pouvez retrouver en consultant le site web du mémorial et notre chaîne YouTube. Mardi dernier, nous avons eu un premier webinaire qui a porté les regards du militant et du pasteur avec Jean-Paul Nunez et puis du philosophe, Olivier Abel sur les œuvres de secours. Et puis aujourd'hui, on va essayer d'avancer vers une période, plus contemporaine avec, le regard des sciences sociales et pour ça, nous accueillons 2 personnes aujourd'hui. Nicolas Fischer. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous êtes chargé de recherche au CNRS en sciences politiques, donc au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP. Vos travaux sont consacrés au contrôle de l'immigration et ont notamment porté sur la rétention administrative des étrangers. Vous y avez consacré un ouvrage, Le territoire de l'expulsion, la rétention administrative des étrangers et l'état de droit en France, c'était en 2017. Et aujourd'hui, vous continuez à étudier les institutions d'enfermement et le recours à la force publique et les enjeux de leur contrôle démocratique. Merci d'être avec nous. Bonjour, Et merci de pour votre invitation. discuter avec vous, Mathilde Pett. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Perpignan via Domitia et vous êtes membre du laboratoire ArtDev et de l'Institut Convergence Migration. Vos travaux de recherche sont consacrés aux associations et aux militants de la cause des étrangers et des exilés. Vous avez notamment observé durant plusieurs années la situation dans le nord de la France, à Lille et à la frontière franco-britannique. Vous avez travaillé avec l'association Terre d'Errance et vous avez contribué à l'ouvrage coordonné par Michel Agier, qui est membre du conseil scientifique du mémorial et qui s'intitule La Jungle de Calais, paru en 2018. Je dis un petit mot sur l'organisation de ce webinaire aujourd'hui, sur le format de l'échange. Donc, on aura dans un premier temps environ 40 minutes de discussion entre vous deux. Puis on passera à une trentaine de minutes de questions qui vont nous emmener jusqu'à 16 heures. Pour les participants, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat et je remercie, Nina Vorel qui va assurer, le suivi auprès de vous aujourd'hui, à travers ce chat. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dans le temps. Alors, le but n'est pas de refaire l'histoire des œuvres de secours, évidemment, mais j'aimerais qu'on éclaire un petit peu ce qui a façonné le militantisme pour lui donner le visage qu'il a actuellement, et notamment la place du droit aujourd'hui et la façon dont cette place du droit a évolué.
Dans l'histoire de la CIMAD et des œuvres de secours à Rivesaltes, je pense à Alauzet, aux Quakers ou à MCA, ces organisations, elles se sont forgées face à un État autoritaire avec, des décisions juridiques et administratives qui étaient liberticides et qui ne permettaient pas de recours. Progressivement, on a un état de droit qui s'est, mis en place avec un cadre européen, et national qui sont critiquables à plein d'égards, mais en tout cas qui ont évolué et en parallèle de ça, des politiques migratoires qui restent, restrictives et qui tentent plus ou moins d'empêcher, de réguler, ces migrations à travers des textes qui sont de plus en plus fournis. Je pense au CESEDA qui pèse son poids. Est-ce que peut-être, Mathilde, dans un premier temps, vous pourriez revenir sur la façon dont les associations ont cheminé face à ces politiques migratoires et à cette évolution du droit? Merci Marion. Peut-être pour commencer, pour répondre, à cette question et pour commencer, notre échange, je voudrais peut-être d'abord revenir sur, quelques aspects historiques qui du coup permettent de mieux situer, la question de la défense des étrangers et du coup, par ricochet, la place que le droit y occupe. En fait, il y a une année qui est très importante dans cette chronologie, c'est 1972 avec les circulaires Marcellin-Fontanet, qui ont vraiment marqué le début de la fermeture des frontières avec une limitation progressive de l'immigration régulière vers le territoire français. Alors juste pour les présenter, rapidement, hein, on est sous Pompidou et les circulaires Marcellin-Fontanet, c'est, le résultat de la rencontre de 2 ministères. D'un côté, on a Raymond Marcellin, qui est alors ministre de l'Intérieur entre 68 et 74. Raymond Marcellin, il est dit Raymond la matraque, notamment pour son rôle dans la répression policière des, mobilisations de 68. Et puis de l'autre côté, on a Joseph Fontanet. Lui, il est ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population et c'est en fait une figure des démocrates chrétiens. Donc dit autrement, c'est pas exactement la même droite que Raymond Marcellin. Et en fait, à partir de 72, il y a une articulation, une espèce de nœud, disons, qui se forme entre immigration et travail. Pour le dire rapidement, il faut un travail pour avoir le droit de séjourner et il faut avoir le droit de séjourner pour avoir le droit de travailler. Voilà. Ça commence à s'en mêler à ce moment-là, les deux s'imbriquent et en réalité, on n'en est jamais complètement sorti. Et pour vous donner une idée quand même de l'ambiance politique de l'époque, pardon, 1972, c'est aussi la date de création officielle du Front National en France. Alors, quelles sont les conséquences de cette circulaire Marcellin-Fontanet sur les associations? C'est vraiment à partir de 72 que le droit devient progressivement un objet et un outil pour les militants. Un objet d'abord parce qu'on en parlera plus tard, mais il s'agit d'influer sur les décisions qui sont prises. Et puis aussi un outil, parce que là, il s'agit de se saisir du droit, de l'utiliser pour mieux défendre les étrangers. Et c'est vraiment du tac au tac, puisque 1972, hein, toujours la même année, c'est la date de création du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, qui est resté depuis 72 une association centrale dans le soutien juridique et l'analyse des législations en droit des étrangers. Et puis 72, c'est aussi la création pour le coup d'une association qui a disparu depuis, qui s'appelait le CDVDTI, Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés. Voilà. Et on entend d'ailleurs que le champ lexical, il change. On parle de droit, on parle de défense. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, vraiment, 72, c'est la bascule. Le droit, ça devient une arme au service des étrangers. Et là, je reprends les mots de notre collègue Liora Israël qui a travaillé sur le GISTI. Et du coup, progressivement, les associations, elles vont adapter leur mode d'action en fonction du contexte politique. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? On a des associations qui, souvent, étaient davantage tournées auparavant vers l'action sociale ou l'alphabétisation. Et là, c'est vraiment le droit et l'accompagnement à l'exercice des droits qui prend de plus en plus de place. Donc, c'est des permanences juridiques, hein, que nombreux d'entre vous connaissent encore aujourd'hui, des moments, de longs moments de montage de dossiers, de rédaction de documents, de rédaction de mémoires. Et tout ça, ça nécessite évidemment chez les militants de se former aux droits des étrangers. Donc, on observe aussi des temps de formation pour que les militants puissent acquérir les connaissances et les compétences spécifiques pour ce type de dossier. Et ça veut dire aussi, du coup, partager un langage commun,
maîtriser les sigles, connaître les procédures, savoir auprès de qui elles se mènent, ces procédures. Est-ce qu'on doit s'adresser à la préfecture, au TGI, au TA, éventuellement à la cour d'appel? Ça veut dire s'informer sur les cas de jurisprudence, etc. etc. Voilà. Et je voudrais juste terminer en soulignant que ce tournant-là de la défense, cette bascule, en fait, aujourd'hui, elle touche vraiment l'ensemble du monde associatif et du monde militant. C'est-à-dire qu'il y a du droit des étrangers partout et c'est vraiment un fil rouge qui est structurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites des enquêtes de terrain, même dans des associations d'action sociale ou dans des associations d'alphabétisation ou dans des collectifs de lutte qui mènent des actions revendicatives dans l'espace public, si vous restez assez longtemps sur le terrain, il y a toujours un moment où le droit des étrangers, il vient surgir dans le quotidien. Et bon, ça, c'est pour une raison toute simple, hein, toute évidente. C'est parce que la question des papiers et du droit au séjour, elle est vraiment centrale aujourd'hui dans le quotidien des étrangers. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre du milieu militant. Voilà pour commencer à répondre à ta question, Marion. OK, donc on a vraiment une date charnière et puis un moment où les militants se saisissent du droit. Nicolas Fischer, sur cette question de l'usage, militant du droit? Merci. Pour compléter ce que disait Mathilde Pett à l'instant, effectivement, les années 70, c'est vraiment le grand moment où tout un ensemble d'organisations sur les étrangers comme sur d'autres causes d'ailleurs vont vraiment investir le droit comme une arme, pour citer à nouveau le travail de Liora Israël, comme un instrument. Et du coup, alors, ça a supposé de changer complètement de regard sur le droit, notamment pour des organisations qui étaient largement ancrées à gauche, qui ne vont plus considérer le droit comme un instrument de domination, finalement, justement des classes dominantes, mais qui vont vraiment le considérer comme un outil stratégique pour la défense des dominés, et notamment dans ce cas des étrangers. Et du coup, le droit, en général, toutes les ressources que peut offrir le terrain juridique, ça va être un ensemble de ressources qui sont à la fois habilitantes, mais qui peuvent aussi être contraignantes. Alors, elles sont habilitantes, particulièrement dans le contexte des années 1970 et même de la décennie 80 ou des 2 décennies qui vont suivre, parce qu'on a une époque aussi où le droit des étrangers est à peine du droit, c'est-à-dire que le séjour et l'entrée des étrangers est très largement régi par des circulaires, donc des textes qui sont quand même très flous et d'un échelon assez subalterne dans la hiérarchie des normes. Et en plus, un certain nombre de ces circulaires ne sont même pas publiés. Donc les étrangers ne connaissent pas nécessairement le droit qui régit leur séjour. Donc du côté des acteurs militants dont a parlé Mathilde Pett il y a un instant, hein, les créateurs du GISTI, mais aussi des gens de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, il y a vraiment cette idée que justement cet état de droit qu'on connaît aujourd'hui, peu ou prou, enfin, qui s'est peu ou prou construit dans les décennies qui ont suivi, l'état de droit sur les étrangers à l'époque, il faut le construire. Il n'existe pas véritablement et l'essentiel est remis au pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires de guichet. Donc il y a vraiment une manière pour les militants de l'époque d'influer par le droit, alors à tous les niveaux en fait, à la fois la mise en œuvre des politiques d'immigration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces fonctionnaires de guichet, ils vont se retrouver avec un cadre juridique qui va contraindre, qui va limiter les options qu'ils ont à leur disposition, qui va limiter leur arbitraire. Et ça permet aussi, au-delà, carrément d'influer aussi sur la production des politiques d'immigration. Alors, ça peut renvoyer, par exemple, à ces résultats qu'évoquait Mathilde il y a un instant, c'est-à-dire tous les grands arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État, qui vont être obtenus par des organisations comme le GISTI, conjointement avec la CIMAD ou avec d'autres, sur des enjeux particulièrement cruciaux du séjour des étrangers, sur les questions de regroupement familial, sur tout ce qui est contrôle de l'immigration, traitement pénal, sur la rétention administrative, par exemple, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a quelques grands arrêts. Il y a un grand arrêt qui s'appelle l'arrêt GISTI, qui est un des arrêts GISTI du Conseil d'État, qui va encadrer les conditions dans lesquelles on peut enfermer des étrangers en instance d'expulsion du territoire. Donc, il y a vraiment là une ressource qui permet de faire des choses, d'imposer des choses aux administrations en parlant leur propre langage. Ça a souvent été dit en sociologie du droit, parce que justement, on utilise le droit, c'est-à-dire qu'on utilise l'instrument même par lequel l'État va créer et imposer ses politiques publiques. Donc, c'est relativement sans réplique. Et en même temps, c'est le deuxième point que sur lequel je voulais aussi insister, c'est que évidemment, ça crée aussi toute une série de contraintes.
Alors, il y en a une qui est importante, qui a été évoquée aussi, là encore, par Biora Israël, c'est le fait que justement, au fur et à mesure qu'on construit un cadre juridique pour le droit des étrangers, dans ce cadre, il va aussi venir contraindre, limiter ou conditionner en tout cas les actions militantes futures. C'est-à-dire que plus on va avancer dans la construction du droit des étrangers, plus on va se retrouver avec un droit préexistant qui va limiter les possibilités d'action. On a obtenu la création de recours, sauf que du coup, maintenant, ces recours, il faut s'y couler pour continuer à défendre la cause des étrangers. Ça, c'est une première contrainte. C'est que paradoxalement, on crée un cadre qui ensuite va limiter nos actions en tant que militants. La deuxième contrainte, c'est plutôt, en tout cas, une tension entre justement une action juridique qui va par définition être une action légaliste, et puis la question de l'investissement qu'on va continuer à avoir de formes d'action plus subversives, qui vont être moins dans les clous du droit, qui vont attaquer l'État plus frontalement. Est-ce que ces actions, on continue à les mener ou est-ce qu'on rentre dans une option complètement légaliste? Est-ce qu'on soutient ces actions quand d'autres vont les mener? Donc toutes les positions par rapport aux grèves de la faim, des actions subversives, à des choses plus violentes, y compris quand les étrangers vont retourner la violence contre eux-mêmes, hein, dans le cadre des grèves de la faim. Voilà, comment est-ce que les organisations qui utilisent avant tout le droit vont se positionner par rapport à ça, par rapport à ce type de rapport de force? C'est une question qui se pose. Et puis, dernière contrainte, en tout cas dernier problème, dernière limite que va poser cette action, cette utilisation militante du droit, c'est le fait que quand on utilise le droit, Mathilde là aussi l'a dit, on devient des techniciens du droit en tant que militant, et du coup on accentue la distance qui sépare les militants, techniciens, des étrangers qui sont aidés, qui peuvent pour certains avoir une connaissance pratique, même parfois assez poussée du droit des étrangers, mais qui en général ne maîtrisent pas les subtilités des procédures, des moyens de recours, etc. etc. Et ça, on le voit alors dans les centres de rétention, mais dans les différents lieux d'accueil et d'aide qui vont être proposés aux étrangers. Plus on utilise un droit extrêmement technique, et il est devenu extrêmement technique, notamment sur la question de l'immigration et du séjour des étrangers, moins on est en mesure de permettre aux étrangers eux-mêmes de saisir exactement ce qu'on est en train de faire pour eux. Et ça accentue une distance avec des formes justement d'incompréhension, dans certains cas, du côté des personnes aidées. Ok, je comprends bien le fil que vous déroulez, notamment la question de l'action légaliste et subversive qui va revenir, je pense, à d'autres moments dans notre échange et qui est déjà revenu dans d'autres discussions sur le webinaire précédent et dans l'échange avec Henri Masson. Nicolas Fischer, vous parlez d'outils stratégiques, de devenir des techniciens. Alors comme ça paraît, ça paraît simple, mais j'imagine que cette professionnalisation des structures, elle s'est pas faite en un jour. Et que ça va peut-être aller avec une transformation du coup des personnes qui font partie de ces associations et qui les structurent. La semaine dernière, Jean-Paul Nunez nous disait que parmi les catégories d'acteurs qu'on retrouvait dans les associations, dans les structures militantes dans les années 40, on avait à la fois des solidarités ouvrières, mais aussi ces dames de charité issues de classes sociales très élevées. Il prenait l'exemple de la représentante des Quakers au comité de Nîmes, qui était une princesse russe. Face à cette montée en puissance des questions juridiques dans la problématique de l'accueil, comment est-ce que les organisations, du coup, elles vont devenir ces techniciennes du droit et qu'est-ce que ça fait aux individus dans les organisations? Alors c'est sûr que ça va changer une bonne partie du recrutement des associations, des organisations militantes. C'est-à-dire qu'on va effectivement recruter des juristes, donc des gens qui ont des masters en droit, parfois au-delà des doctorats en droit. On va chercher des gens qui sont particulièrement pointus sur des enjeux techniques, mais du coup, on va recruter au sein des associations des personnes qui ont un bagage universitaire, qui sont dans un parcours universitaire et dans un parcours professionnel. Et pour qui, du coup, intégrer une association, changer éventuellement d'association, ça devient véritablement un parcours professionnel. Et donc, toute la question qui va se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est le nouveau visage des associations? Est-ce que ça veut dire qu'une association, quelle qu'elle soit, c'est une association militante, c'est en même temps un lieu dans lequel on va faire carrière, comme on fait carrière dans un corps de métier, dans des entreprises, dans des administrations?
Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur le devenir de l'engagement militant pour des organisations, et c'est particulièrement vrai pour la CIMAD, pour lesquelles l'engagement militant bénévole, celui des équipiers classiquement au sein de la CIMAD, c'était quelque chose de très important, c'était quelque chose de central dans l'identité militante. Alors, c'est une question qui est toujours posée aujourd'hui. Ce qu'on voit quand on regarde, alors les chronologies ne sont jamais les mêmes en fonction des associations, quand on regarde l'histoire de la CIMAD, on voit assez clairement dans les années 90 et peut-être surtout 2000, des signes effectivement de cette professionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a une arrivée de plus en plus importante de juristes, on va recruter des juristes sur des fiches de poste de plus en plus précises, demandant et exigeant des compétences en droit, avec des procédures de plus en plus formalisées. Au début des années 2000, il y a toute une série de débats sur la création d'un DRH, d'un service de ressources humaines au sein de la CIMAD, mais on retrouve l'équivalent dans d'autres associations. Et puis, ce service de ressources humaines, il va se créer, il va s'informatiser, etc., etc. Bref, effectivement, il y a une professionnalisation non seulement des membres, mais aussi des procédures même de recrutement. Ce qu'il faut dire aussi, en élargissant un petit peu le point de vue, c'est qu'il y a tout un environnement, y compris universitaire, qui va se structurer aussi autour de ce type de recrutement. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de filières de formation alors, en droit qui vont se créer relativement tôt. Je pense notamment au master de liberté publique de l'Université Paris X qui a été créé historiquement par Daniel Lechac, voilà, membre active et présidente pendant assez longtemps du GISTI, où là, on a vraiment un master qui a été et qui est encore un lieu de formation de militants et de militantes associatifs sur la défense, notamment des droits des étrangers. Avec du coup aussi un lieu de sociabilité où les gens qui sont passés par ce master se connaissent, vont aller dans différentes associations, vont continuer à échanger ensuite, vont constituer des réseaux, etc. etc. Mais au-delà, dans d'autres associations, dans d'autres universités, pardon, il y a des masters de travail associatif, de métiers associatifs et de l'humanitaire, de associations et acteurs publics, etc. Des masters sur ce type de thématiques qui se constituent et qui vont là aussi spécifiquement former des personnes, alors qui vont avoir un bagage en droit, en sciences sociales, pour les métiers de l'associatif. Et là aussi, ça fait évidemment partie de tout ce travail de professionnalisation qui est de plus en plus prononcé. Alors, pour terminer là-dessus, la question qui se pose, effectivement, c'est celle des effets sur les associations. Il y a tout un ensemble de travaux en sciences sociales, je pense notamment aux travaux d'Éric Agricolianski, qui a posé la question à propos de la Ligue des droits de l'homme qu'il a étudiée, sur la question de savoir si le fait d'avoir de plus en plus de techniciens du droit au sein des associations n'allait pas finalement déboucher sur une dépolitisation du travail militant, voire sur un déclin de l'engagement militant au profit finalement d'un travail de technicien du droit beaucoup plus froid, beaucoup plus professionnel. Alors, c'est un débat qui n'est pas encore tranché, ni je pense dans le champ associatif, ni clairement dans le champ académique. C'est assez ambivalent et moi je pense à ce que j'ai pu observer dans le cas de la CIMAD, où comme le droit dans son aspect technique, c'est justement un outil militant pour se confronter à l'État, pour créer un rapport de force, ce qu'on voyait assez bien, c'est que plus le droit est technique, plus il est considéré comme potentiellement efficace contre les administrations, et plus du coup il est investi d'une signification politique et d'une signification militante. Et du coup, on se retrouvait, notamment dans les centres de rétention, avec des gens qui étaient très très pointus sur certains aspects extrêmement techniques, extrêmement fins du droit administratif en matière de défense des étrangers, qui du coup étaient d'autant plus à même de l'investir d'une manière militante et parfois très très émotionnelle, avec l'idée que voilà, on va instaurer un rapport de force, qu'on va attaquer les administrations, qu'on va aller devant les tribunaux. Donc cette question de la froideur dans la technicité du droit, quand il s'agit de travail militant, dans ces configurations-là, dans ces rapports de force-là, elle est toujours très ambiguë à traiter. OK, intéressant de voir que même quand c'est très technique, on s'en saisit, on n'a même pas peur en tant que que militant et au contraire, on en fait une arme, encore plus pointue. Mathilde Pett, sur les différents terrains de recherche que vous avez eus et les personnes que vous avez pu, rencontrer, interroger, est-ce que ça, c'est ressorti aussi, dans vos entretiens? Est-ce qu'on a internalisé, ces compétences, juridiques ou est-ce qu'on est aussi allé chercher des forces à l'extérieur et comment est-ce qu'on a développé les compétences nécessaires pour répondre à ces nouveaux besoins?
Ouais, bah, je dirais que c'est les 2, hein. Je rejoins, Nicolas. C'est-à-dire que progressivement, les associations, elles vont former en interne, les bénévoles, mais elles vont aussi avoir recours à des professionnels formés du droit, des juristes en l'occurrence. Alors ça peut être en externe, avec des militants qui travaillent étroitement avec, des avocats spécialisés en droit des étrangers, mais aussi en interne puisque les associations, elles embauchent des juristes. Voilà, donc il y a bien un processus de professionnalisation. Alors peut-être pour incarner cette idée, je voudrais très rapidement, c'est promis, vous présenter 2 juristes, 2 femmes que j'ai rencontrées dans un groupe local de la CIMAD au cours des années 2010. Voilà, vous allez voir, c'est 2 personnes très différentes et j'ai évidemment changé les prénoms. Alors la première, c'est Julie. Elle est née au début des années 80 en milieu rural, mère comptable, père commercial. Et enfant, elle a reçu une éducation catholique, elle participe au caté, mais ado, elle prend rapidement de la distance avec la pratique religieuse. Bac ES, études de droit, master spécialisé en droit humanitaire, pour rebondir sur ce que disait Nicolas. Et puis, elle fait son stage de fin d'études au service réfugiés d'Amnesty International à Bruxelles. Et donc, je lui demande, dans un entretien biographique, de me raconter son arrivée à la CIMAD. Et elle me dit: «Je voulais m'engager davantage dans le milieu associatif». Je cite, hein: «J'ai choisi la CIMAD car je pensais pouvoir y mettre en application mes connaissances et être utile de par mes compétences spécifiques». Alors Julie, elle va être bénévole à la CIMAD, puis salariée à mi-temps au centre de rétention administratif, au CRA, puis salariée à temps plein au sein de l'antenne locale, puis coordinatrice régionale. Donc vous voyez vraiment qu'il y a une carrière professionnelle qui se dessine au sein de la CIMAD. Et quand je l'interroge sur son travail, elle me dit: «C'est pas un travail tout à fait comme les autres. Travailler ici me permet de mettre en adéquation mon engagement, ma foi religieuse et ma formation. Je pourrais gagner plus d'argent en travaillant ailleurs, mais ici, je me sens bien, ça correspond à ce que je suis et à mes idées». Et elle me raconte un travail très prenant qui empiète chez elle. Il y a des dossiers partout, même dans le lit, son compagnon, il n'en peut plus. Bon, voilà. Donc, elle décrit vraiment un travail comme un engagement. Les 2 sont vraiment imbriqués. Et puis, en même temps, exactement au même moment, dans le même groupe local, je rencontre Marion. Marion, elle est plus jeune de quelques années seulement. Elle est née au milieu des années 80. C'est pas Marion de Com, elle me fait des grands signes. Père médecin libéral et mère cadre supérieur du secteur bancaire. Et elle me raconte, elle, une arrivée complètement hasardeuse à la CIMAD. Elle me dit: «Je suis arrivée par hasard, j'avais cherché les coordonnées d'associations locales. Je suis d'abord allée au Resto du Cœur. Puis, sur place, les bénévoles m'ont dit qu'ils étaient assez nombreux et l'un d'entre eux m'a conseillé de traverser la cour». Alors, les militants vont se reconnaître s'ils sont connectés. À l'époque, dans cette ville-là, les Restos du Cœur et la CIMAD, c'est dans les mêmes locaux associatifs. Et elle me dit, pourtant étudiante en droit, hein, elle me dit: «Je connaissais pas du tout la CIMAD. Je faisais du droit public, j'avais aucune connaissance en droit des étrangers, j'ai tout appris sur le tas». Elle va être bénévole pendant 3 ans et puis elle va avoir un CDD à mi-temps au CRA dans le cadre d'un remplacement congé mat. Et elle me dit: «Pour moi, la politique va forcément être en conflit avec le boulot que je vais faire. Ici, on n'est pas tous d'accord. Moi, par exemple, je ne suis pas favorable à une régularisation de tous les sans-papiers. Mais quand je serai avocate, le jour où j'aurai en face de moi un mec qui aura fait la pire connerie du monde, je devrais le défendre quand même. Alors autant commencer tout de suite». Et puis elle continue pendant l'entretien et plus tard elle me dit: «J'ai la sensation de m'améliorer dans un domaine que j'affectionne, c'est tout bénef. Au sein de la CIMAD, c'est le droit qui nous rassemble. Être ici m'a apporté beaucoup de choses dans le domaine du droit. J'ai appris à faire des recours». Et elle m'explique que, en fait, ce qu'elle aime, elle, dans la vie, c'est le contentieux administratif. C'est ça sa spécialité. Elle me dit: «Moi, par exemple, défendre des dossiers à la préfecture, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le contentieux. Je ne veux pas devenir avocate par hasard». Vous voyez? Donc, il me semble qu'à travers Julie et Marion, là, on voit bien que leur manière d'envisager le travail et l'engagement, dans le cas de Julie, le travail comme un engagement, bah, ça n'a pas grand-chose à voir, sincèrement. Et pourtant, elles travaillent ensemble, très efficacement par ailleurs, les 2, et elles mettent vraiment les mêmes connaissances et les mêmes compétences au service des mêmes étrangers sans papier, qui les sollicitent. Mais pourtant, on voit bien qu'il y a des carrières différentes, à la fois des carrières professionnelles et des carrières, biographiques, pour le coup, voire intimes. Voilà. Alors juste peut-être pour revenir sur, la question plus générale que tu me posais, Marion, sur la professionnalisation des associations. En fait, j'ai la sensation qu'il y a 3 dimensions qui s'articulent autour de ce processus de professionnalisation, et ces 3 dimensions, elles se manifestent pas toujours de la même manière en fonction des groupes locaux, évidemment, des différentes associations. La première dimension, c'est la professionnalisation, on l'a dit tout à l'heure, hein, par le biais de connaissances et de compétences
spécifiques. Et là, il me semble, pour notamment poursuivre ce que disait Nicolas, c'est que c'est les militants les plus dotés en capital scolaire et en capital culturel qui s'en sortent le mieux et qui sont le plus à l'aise avec cet exercice. Voilà. Donc ça transforme une partie du profil des militants, forcément. La deuxième dimension, c'est la professionnalisation par le recours à des professionnels du droit, donc des juristes, qui travaillent notamment dans les assos. C'est Marion et Julie que je viens de vous présenter. Et là, peut-être aussi souligner au passage que les professionnels du droit des étrangers, eux-mêmes, parfois, ils se constituent en collectif. Et là, on peut penser à la fois au cabinet d'avocats spécialisés. On peut penser aussi au SAF, qui est très pointu en droit des étrangers, qui tient un colloque consacré à ces questions chaque année. Mais on peut aussi penser à l'ADDE, par exemple, l'Association des avocats pour la défense du droit des étrangers. Donc, ces professionnels eux-mêmes, ils se regroupent. Et puis, la troisième dimension, c'est la professionnalisation à travers le processus de salarisation au sein des associations. Et ça, je voudrais quand même en dire 2 mots parce que c'est vraiment une tendance qui est très forte dans les transformations actuelles du monde associatif, qui dépasse largement l'aide aux étrangers, évidemment. C'est l'idée que le monde associatif, ça devient un monde du travail et qu'il est pourvoyeur d'emplois. Évidemment, c'est quand même important de souligner que ce sont des emplois le plus souvent précaires. Parfois des CDI, le plus souvent des CDD, des temps partiels, des stages, voire des services civiques dont, au passage, le dispositif initial est du coup largement dévoyé. Et la stabilité de tous ces emplois, ça dépend de la stabilité financière des associations qui elles-mêmes dépendent de subventions qui sont annuelles. Donc, vous voyez que même quand c'est un CDI, la stabilité de l'emploi, elle est quand même toute relative. Et à cette stabilité-là, enfin, cette instabilité plutôt, s'ajoutent des conditions de travail difficiles. C'est-à-dire qu'on a un monde associatif qui est quand même globalement sous-doté, dans des locaux exigus, peu équipés, parfois dans des lieux d'enfermement. On peut penser aux salariés de la CIMAD qui interviennent dans les CRA ou dans les prisons, et qui travaillent parfois en extérieur, dans des camps de réfugiés, et qui interviennent auprès d'une population, je finirai là-dessus, qui est elle-même en grande situation de précarité et de souffrance, parfois au contact de maladies, d'épidémies, qui racontent des parcours biographiques qui sont empreints de migration, de violence, de chocs post-traumatiques. Donc voilà, on a quand même un monde associatif qui certes est pourvoyeur d'emplois, mais pourvoyeur d'emplois précaires et difficiles. Il me semble que ça, c'est un peu la dernière dimension, la plus récente, mais très structurante aujourd'hui de cette professionnalisation dont on parle. Merci Mathilde. C'est bien d'éclairer avec des exemples comme ça et de montrer un petit peu les différents parcours qui peuvent exister. On essaie de dégager des grandes tendances, mais évidemment, il y a une complexité des engagements derrière. Et peut-être que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne se reconnaissent pas parfaitement dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'évidemment, il y a des types d'engagement et des façons de se saisir du militantisme qui sont très diverses. Pour revenir sur cette question de salariat et du fait que la question de l'aide aux étrangers peut être pourvoyeuse d'emplois, du coup, ça nous ramène à une question qui est le rapport à l'État, puisque si les associations se professionnalisent, dans quelle mesure est-ce qu'elles ne vont pas progressivement occuper une place qui pourrait ou qui devrait revenir à l'État? Comment est-ce que ça a transformé le rapport à l'État? Et qu'est-ce que ça fait au rapport de force entre État et associations et entre les associations elles-mêmes et au sein des associations? Peut-être Mathilde, sur cette question? Oui, tu as raison de souligner que la place de l'État, elle est centrale dans les questions qu'on traite aujourd'hui, c'est évident. En fait, dans la gestion des frontières, que ce soit des frontières territoriales, sociales ou des frontières de papier, on a la sensation un peu que c'est l'État qui a les cartes en main. Voilà. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas penser les liens entre les associations et l'État uniquement comme une opposition. C'est quand même plus complexe que ça. J'ai l'impression que on pourrait dire que ça se mesure plutôt sous la forme d'une distance plus ou moins grande, jugée plus ou moins raisonnable par les militants à l'État, à ses institutions et à ses représentants. Bon, sans compter, mais ça c'est peut-être une autre histoire, que l'État n'est pas c'est-à-dire que l'État n'est pas un bloc monolithique. Voilà. Donc je dirais que c'est plutôt un continuum. Il y a des associations qui se positionnent radicalement en opposition à l'État, et puis d'autres associations qui en sont sûrement plus proches par effet de mode d'action choisi ou peut-être par effet de prise de position parfois. C'est-à-dire que, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais par exemple, toutes les associations ne sont pas contre les frontières.
où toutes les associations ne sont pas pour la régularisation de tous les sans-papiers. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité de positions et de points de vue. Et entre l'État et les associations, parfois, il y a des espèces d'interstices, des espaces un peu, des lieux intermédiaires. Alors, dans le cadre de mes recherches, j'avais eu l'occasion d'observer une commission préfectorale, qui est une commission préfectorale de réexamen de situation d'étrangers sans papier, dans laquelle il y a des hauts fonctionnaires qui siègent et des militants, le plus souvent des militanteux de plusieurs associations qui viennent défendre des dossiers. D'ailleurs, la CIMAD, elle siège dans cette commission. Et pour les sans-papiers concernés, c'est un peu la solution de la dernière chance, hein. Ils ont épuisé toutes les procédures et les recours possibles et imaginables. Et ils sont, disons, pour le dire vite, métaphoriquement, même parfois pour une partie d'entre eux physiquement, vraiment au pied de l'avion, quoi, au bord de l'expulsion. C'est un peu la dernière solution. C'est cette présentation dans ce dossier. Voilà. Et ce qui m'est apparu très fort en observant et en rencontrant les militants pendant tous ces mois d'observation, c'est qu'en fait, ils sont vraiment tiraillés en permanence. Ils se posent beaucoup de questions sur leur place et sur leur participation à cette commission. Et en fait, ils jonglent entre, d'un côté, la nécessité concrète de leur action, enfin, la nécessité d'obtenir quelques régularisations, et puis de l'autre côté, le sens de leur action. En fait, ils sont très réflexifs et ils passent leur temps à se demander si participer à cette commission n'est pas une manière de participer à l'application des politiques migratoires qu'ils dénoncent par ailleurs. Donc là aussi, il y a une espèce de nœud. Voilà. Et il y a un point crucial qui retient vraiment toute leur attention et qui retient tous leurs doutes aussi, c'est qu'en fait, par effet de fonctionnement de la commission, je n'ai pas le temps de vous expliquer longuement, mais en fait, ils se retrouvent à trier les dossiers qu'ils vont présenter lors de cette permanence. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre limité de dossiers. Ils ont bien évidemment beaucoup plus d'étrangers sans papier qui se présentent aux permanences que de dossiers qu'ils peuvent présenter. Et donc, ils trient. Ils doivent choisir qui ils vont défendre. Et du coup, non seulement ils se retrouvent dans une logique du cas par cas qu'ils dénoncent par ailleurs, mais en plus, ils doivent sélectionner celles et ceux qui ont le plus de chances d'obtenir une régularisation, et bien évidemment, au regard du fonctionnement de la commission, donc des règles du jeu qui sont établies par les hauts fonctionnaires eux-mêmes. Voilà. Et du coup, quand on passe du temps avec eux, moi, j'avais vraiment eu la sensation d'un dilemme moral permanent hein, chez eux. Et il y en a certains qui le vivent très mal. Est-ce qu'aller siéger dans cette commission, c'est en gros obtenir ce qu'on peut obtenir Il y en avait qui me disaient on a des miettes, c'est déjà ça. Ou est-ce que, en fait, aller siéger dans cette commission, c'est se compromettre, voire collaborer, pour reprendre les termes d'un enquêté, et devenir du coup une caution des représentants de la préfecture. Et vraiment, chez certains, ça génère un mal-être qui est important. Hein. Enfin, je me souviens d'une militante, là aussi je vais changer les prénoms, mais Blandine, elle a une cinquantaine, elle sort de la commission, elle est militante à la Ligue des droits de l'homme, et je vois qu'elle ne va pas bien, on commence à discuter, et elle me dit, en fait, j'ai parfois l'impression de faire le tri entre les bons juifs et les mauvais juifs. Voilà. La formule, elle est quand même forte quoi, dans la bouche d'une militante. Ou une autre militante de la CIMAD, en l'occurrence, qui me dit, à force, c'est vraiment très désagréable, on a l'impression d'être assimilé à la préfecture. Voilà. Et du coup, dans ce cas précis là, de cette commission-là, mais c'est plus généralisable évidemment, on voit que la préfecture, en fait, elle délègue une partie du travail et une partie du travail de tri au monde associatif, c'est-à-dire qu'elle externalise d'une certaine manière. Et bon, pour le coup, cette délégation aux associations, on la retrouve dans d'autres espaces, dans d'autres territoires de la migration. On pourrait parler longuement de Calais, de la frontière franco-britannique, on pourrait évoquer la question du secours aux frontières extérieures de l'Union européenne. Hein. C'est exactement la même logique. Voilà. Et du coup, peut-être pour conclure là-dessus, je voudrais souligner que en fait, c'est quelque chose qui avait été évoqué par Henri Masson lors de sa rencontre avec Denis Péchanski. Lui, il avait bien souligné que cette tension, ce questionnement permanent entre participation, contestation, coopération, co-gestion, on pourrait dire, elle travaillait déjà les œuvres de secours pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce dilemme moral, il n'a pas quitté les militants, il n'a pas quitté les associations. C'est des questions éthiques de ce que je disais tout à l'heure, cette distance raisonnable à l'État qui, en fait, aujourd'hui, structure encore les associations.
Oui, donc le fait d'avoir beaucoup plus, d'outils juridiques et techniques n'a absolument pas, gommé ou, gommé ces cas de conscience, que vous venez de décrire et ça n'a pas permis de se débarrasser de ces questions-là, oui. Nicolas Fischer, sur cette question du rapport à l'État et du fait que les associations et les militants ont pris une place que l'État, pourrait ou devrait occuper? Effectivement, pour abonder dans le sens de ce que disait Mathilde il y a un instant, cette question de la bonne distance vis-à-vis de l'État, de l'efficacité, de l'utilité de coopérer et en même temps du danger de cautionner si on coopère, c'est quelque chose qui est effectivement central. Alors, dans le cas de la CIMAD, dans le cas de la rétention administrative et de la présence de la CIMAD en rétention, c'est un débat constant au sein de la CIMAD, alors qui est plus ou moins réactivé en fonction des périodes. Euh, Presque toujours en référence d'ailleurs à l'histoire de l'association, à ce qui se passe dans les années 1930, au début des années 40, sur voilà, est-ce qu'on reste dans les camps, est-ce qu'on part, à quel moment on part, à quel moment on considère qu'on refuse de cautionner et donc du coup on se retire. Et cette question-là, elle s'est posée dès les années 1980. C'est en 1984 que la première convention entre la CIMAD et à l'époque le ministère des Affaires sociales est passée pour une intervention d'équipe de la CIMAD au sein des centres de rétention, d'abord pour de l'accompagnement social, qui va ensuite être requalifié en accompagnement juridique. Alors, précisément, il va être requalifié, cet accompagnement, il va être de plus en plus institutionnalisé, et à mesure que cette institutionnalisation se fait, il y a un débat constant au sein de la CIMAD sur le fait que, effectivement, la position de la CIMAD, elle est de plus en plus officielle, mais en même temps, du coup, elle est de plus en plus potentiellement dépendante vis-à-vis de l'État. Il y a une première dépendance qui est la dépendance financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la CIMAD va recevoir de l'argent public pour cette mission-là, mais comme d'autres organisations vont bénéficier de financement public pour d'autres types de missions. Et donc, il y a aussi du coup une contrainte, c'est-à-dire que la possibilité de se retirer quand on refuse de cautionner, elle est aussi conditionnée à la possibilité de se passer de ces financements, plus ou moins facilement. Et on voit cette contrainte s'exercer à différents moments, mais particulièrement dans les années 2009-2010, où ce qu'on voit d'abord, c'est que l'État maîtrise les instruments juridiques qui organisent l'intervention de la CIMAD en rétention. Donc, à partir de 2003, cette intervention, elle passe sous le régime des marchés publics, ce qui autorise l'État, du coup, à mettre en concurrence, sous le régime des marchés publics, différentes associations, à ouvrir finalement ce marché de l'intervention associative en rétention administrative comme n'importe quel autre marché. Et à partir de là, en 2009-2010, il va y avoir une renégociation de la présence associative en rétention. La CIMAD va se retrouver mise en concurrence potentielle avec d'autres organisations. Et au final, l'intervention associative en rétention va être partagée entre 5 associations, donc la CIMAD, et puis 4 autres organisations. Et du coup, ça veut dire que le financement aussi va être partagé, qu'il y a une partie du financement qui va disparaître pour la CIMAD, ce qui va supposer de se séparer voilà, d'une partie des équipes qui intervenaient en rétention, de disposer d'une main financière moins importante. Et là, on voit cette première contrainte financière s'exercer par excellence. L'autre contrainte, c'est une contrainte politique. Et là, l'enjeu, c'est jusqu'à quel point on peut tenir un discours public critique sur ce à quoi on contribue, en l'occurrence la rétention pour la CIMAD, et quel type de paroles critiques, etc., etc. Alors, au sein des centres de rétention, il y a une première difficulté qui est que si on intervient officiellement dans l'institution pour y faire de l'aide juridique, on respecte les règles de l'institution. On accepte d'en respecter les règles. Et donc, du coup, la question, c'est comment on se positionne par rapport à l'intérieur du centre de rétention à des actions subversives de la part des personnes retenues, du type grève de la faim, du type mobilisation collective, émeute, etc. etc. Jusqu'à quel point on les cautionne, jusqu'à quel point on les appuie, est-ce qu'on aide, est-ce qu'on n'aide pas, comment est-ce qu'on se positionne officiellement sur ces questions-là. L'autre aspect, c'est plutôt, alors collectivement pour l'ensemble des associations, quel discours on tient finalement sur justement cette intervention, en l'occurrence dans les centres de rétention. Est-ce qu'on considère qu'il faut défendre la présence d'une association dans les centres de rétention? Mais est-ce que tenir ce discours-là publiquement, ça sous-entend que les centres de rétention, à partir du moment où une association y est présente, on considère qu'ils sont légitimes? Et donc, l'existence de principe des centres de rétention, on ne la conteste plus?
ou est-ce qu'au contraire, on conteste l'existence même des centres de rétention, et donc on considère que la présence d'une association est illégitime parce que les centres de rétention sont illégitimes? Ça, ce sont des questions qui se sont beaucoup posées dans l'ensemble du champ associatif. Et s'il me reste 1 ou 2 minutes, on peut vraiment en faire l'histoire, un peu la chronologie. Dans les années 80-90, quand les intervenants CIMAD commencent à rentrer en rétention, il y a des critiques assez fortes de la part de pas mal d'organisations qui considèrent que, effectivement, ça a peut-être une utilité pratique, mais que ça apporte une caution quand même très problématique à une politique de répression, de contrôle des frontières. Ce qu'on observe au début des années 2000, à mesure que la position de la CIMAD est de plus en plus consolidée au sein des centres de rétention et qu'on voit aussi les effets de la présence associative, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un alignement progressif d'une bonne partie du champ associatif, avec quelques exceptions, notamment le GISTI, autour de l'idée que la fermeture des centres de rétention, c'est plus forcément une priorité, et que l'enjeu, c'est beaucoup plus de défendre la présence de la CIMAD dans les centres de rétention. Présence qui peut d'ailleurs potentiellement être remise en cause, attaquée, elle l'est un petit peu au début des années 2000. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de se concentrer là-dessus. Et du coup, on voit le discours en faveur de la fermeture des centres de rétention, pure et simple, se marginaliser progressivement. Et puis dans les années 2000, la thématique de la fermeture des centres va revenir un petit peu plus sur le devant de la scène, notamment parce que la CIMAD, qui depuis 1982 était plutôt favorable au contrôle des frontières, va revenir à une logique de fermeture des centres de rétention, tout en continuant à être présente dans les centres de rétention. Donc on voit comment il y a vraiment une manière pour beaucoup d'associations de louvoyer, de se repositionner sans arrêt sur voilà, ce discours public qu'on tient autour de dispositifs d'État qui sont des dispositifs potentiellement policiers, répressifs, mais auxquels en même temps on participe, même si c'est une participation critique. Et à partir de là, avoir une position véritablement claire, ça suppose sans arrêt de redéfinir son positionnement. Ouais, c'est intéressant de voir que là, pour chacun des militants, cette question, elle se pose et depuis des années et je pense que parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, ça va faire écho à pas mal, d'entre vous. On a vu dans le chat là qu'il y a des gens qui nous regardent de pas mal d'associations différentes, de pas mal de départements différents. C'est quand même un peu la chance de faire, des webinaires, en ligne comme aujourd'hui. Il y a des gens de RESF, de la CIMAD, de différents départements, de Tous Migrants, qui sont avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire remonter vos remarques dans le chat et à poser vos questions. Hem, sur cette question toujours, enfin, c'est vraiment une permanente de se dire, on va utiliser les outils du système tout en contestant le système. C'est ce qui revient tout le temps et donc utiliser le droit tout en contestant un arsenal réglementaire existant. Mais au final, si on essaye de voir l'objectif qui est de faire bouger les politiques de l'immigration, est-ce que cette stratégie de se saisir du droit, elle est payante pour les militants? Finalement, qu'est-ce qui fonctionne? Et est-ce que ça marche de se saisir comme ça de ces outils-là? Nicolas Fischer? C'est une très grande question, alors qui est posée aussi bien parmi les associations que parmi les universitaires qui travaillent là-dessus. Et là encore, il n'y a pas de réponse univoque, en tout cas. Je dirais qu'il y a un impact à tous les niveaux. Il y a un impact très clair, je pense, au niveau de tout ce qui est production des politiques d'immigration. Donc le travail voilà, législatif, le travail des parlementaires, le travail des administrations qui produisent les décrets, toutes les réglementations sur l'immigration. C'est impressionnant de voir à quel point, déjà, il y a un cadre juridique contraignant, européen, mais aussi national, qui s'est construit pour la protection des droits des étrangers, qui a été quand même en grande partie construit par l'intervention d'associations, CIMAD, GISTI, Ligue des droits de l'homme, etc., à coup de grands arrêts du Conseil d'État, de la Cour de cassation, etc. etc. Et c'est impressionnant de voir aussi comment toutes ces associations qui ont investi le droit vraiment comme répertoire d'action privilégié, elles se sont un peu inscrites dans le paysage institutionnel du coup. Le GISTI est devenu ce qu'au sein du Conseil d'État, on appelle un requérant d'habitude. C'est-à-dire quelqu'un un groupe qui va régulièrement arriver dans le Conseil d'État avec des dossiers, des argumentaires extrêmement bien construits pour modifier, pour faire avancer le droit. Des organisations comme la CIMAD, comme la Ligue des droits de l'homme, encore une fois, là aussi, ont
ont vraiment pesé historiquement, continuent à peser, d'autant plus que maintenant, elles sont aussi connectées avec des administrations, des autorités publiques qui se sont créées là aussi, qui se sont multipliées ces dernières années autour de la défense des droits des personnes. Je pense à une autorité comme le Défenseur des droits, dans un autre registre, hein, sur tout ce qui est rétention et prison, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Voilà, toutes ces entités-là, c'est l'État. Ce sont des administrations, même si ce sont des autorités administratives indépendantes, et en même temps, elles sont liées depuis leur création avec des représentants du monde associatif, notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté. J'ai eu un peu l'occasion de travailler sur eux. Voilà, ce sont des gens qui connaissent l'Observatoire international des prisons, qui connaissent la CIMAD, qui connaissent des gens à la Ligue des droits de l'homme. Donc voilà, il y a vraiment là une manière de peser sur, y compris, encore une fois, le travail législatif, le travail réglementaire quand on va produire des politiques. Alors, il y a aussi une possibilité de dialogue avec des responsables politiques, administratifs. Hein. Toutes ces organisations se sont créées des réseaux politiques. Là, c'est plus ambivalent parce que tout dépend, dans ce cas, des majorités politiques qui sont aux affaires. Ça a très bien fonctionné pour la CIMAD dans les années 80 parce qu'on avait des majorités socialistes, en tout cas dans la première moitié des années 80, et qu'il y avait un dialogue possible. Ça a été beaucoup moins évident dans les années 90, encore plus les années 2000 sous Nicolas Sarkozy. Mais voilà, il y a aussi une possibilité de dialogue politique. Là où c'est également efficace, mais où c'est peut-être plus ambigu, c'est sur le terrain. Parce que justement, ces associations, elles sont présentes pour aider à mener des opérations de régularisation, pour être présentes dans les centres de rétention, dans le cas de la CIMAD. Et là, il y a une véritable efficacité parce que, effectivement, ce qu'on voit au quotidien, c'est comment les interventions de la CIMAD permettent d'influer sur le contrôle des frontières. Elles vont faire régulariser des personnes, elles vont les faire remettre en liberté, faute de pouvoir toujours les faire régulariser. Elles vont également avoir aussi une influence sur les projets individuels des étrangers, hein, c'est-à-dire sur la manière dont on va, quand on est un étranger, avoir un projet d'immigration, de séjour sur le territoire, de retour momentané au pays, de retour en France, etc. etc. Donc là-dessus, il y a un véritable impact et il y a une vraie efficacité en termes de défense des droits des personnes qui peuvent revendiquer un droit à rester sur le territoire et qui vont effectivement pouvoir le revendiquer grâce à l'intervention de la CIMAD. Et en même temps, ce qu'on voit aussi, et on revient à une thématique qu'on évoquait tout à l'heure, hein, quand Mathilde parlait du tri, du sentiment qu'ont beaucoup d'intervenants de la CIMAD ou d'autres organisations, de faire le tri en fait entre les étrangers qui peuvent prétendre à quelque chose juridiquement, qui ont des droits à faire valoir, et puis les étrangers qui n'ont plus de droits à faire valoir, même si on a le sentiment qu'ils auraient quand même des arguments légitimes à apporter en faveur de leur séjour sur le territoire français. Et ce sentiment de juste faire le tri, au fond d'être un guichet de plus parmi tous les guichets de l'immigration qui peuvent exister, ça c'est un sentiment que moi j'ai beaucoup rencontré parmi les intervenants et intervenantes qui travaillent en rétention et qu'on va énormément retrouver, je pense, chez pas mal de militants associatifs. Et ça renvoie à l'idée qu'effectivement, il y a une gestion de l'immigration irrégulière ou régulière sur le territoire français, que cette gestion, quand on parle d'étrangers qui sont en situation irrégulière, elle débouche très rarement finalement sur un renvoi effectif des gens vers leur pays d'origine. Parce qu'au fond, si on fait le rapport entre le nombre de personnes qui sont visées par des mesures d'éloignement et le nombre de personnes qui sont effectivement renvoyées, il est assez faible. Donc il y a très peu de renvois effectifs. Il y a encore moins de régularisation. Mais finalement, il y a tout un volant de personnes qui sont durablement en situation irrégulière sur le territoire et au sein desquelles, effectivement, il y a un tri, il y a un passage dans différentes associations, dans différentes institutions publiques. Et au fond, les associations font partie des acteurs qui vont effectivement contribuer à recevoir et à gérer, littéralement, ces populations. C'est ça aussi qui fait l'amertume de certains militants et militantes et voilà, qui explique le sentiment que voilà, ce qui est fait sert à quelque chose et qu'en même temps, on est sur une situation voilà, un petit peu sans fin de circulation de population. Oui, on évite les extrêmes, mais on se resserre sur des valeurs médianes qui ne donnent pas une grande satisfaction. Oui. Mathilde Pett, peut-être pour terminer cette discussion avant de prendre les questions qui sont en train de remonter dans le chat, est-ce que là aussi, ces évolutions qu'on a balayées, elles ont un effet sur le traitement politique de l'immigration, de ce que vous avez pu constater? Oula.
Non, mais je trouve que la question des effets du monde associatif sur les politiques migratoires, elle est vraiment pas facile à traiter, hein. Enfin, et je vous avoue que je vais peut-être la contourner légèrement pour essayer de donner des éléments de réponse parce qu'elle est difficile à manier, y compris d'un point de vue méthodologique, je pense, pour les sciences sociales. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce dont on discute là maintenant, c'est davantage de ce que j'évoquais tout à l'heure, la place du droit comme objet des associations et non plus comme outil. Et c'est l'idée selon laquelle le droit des étrangers fait l'objet de discours, de prises de position, de revendications de la part des militants. Bon, c'est toutes les actions de plaidoyer et toutes les plateformes revendicatives, hein, du niveau local au niveau européen d'ailleurs. Voilà. Ça me fait penser aux travaux de Jérôme Drahi sur la CIMAD, qui avait montré que quand le droit devient un objet de l'association, mais d'une manière générale du monde associatif, ça implique quand même un processus de désingularisation du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'application du droit à des situations individuelles qui est en question, mais c'est le droit en tant que tel, c'est-à-dire pris dans son ensemble, qui est pensé par les associations. Et un autre collègue, Jacques Comaille, lui, il parlait de charge politique du droit dans ce cas de figure. Il dit, en fait, le juridique, il parle du politique. Donc, un peu par ricochet, essayer d'influer sur le droit, c'est essayer d'influer sur la manière dont les migrations et les personnes migrantes et les frontières sont envisagées, considérées, représentées par la société. Mais voilà, pour dire que je trouve que c'est compliqué de répondre à cette question parce que si on considère l'évolution générale des politiques migratoires et du coup les restrictions successives là depuis 1972, à vrai dire, on n'a pas spécialement l'impression que les revendications des associations sur le droit, elles aient été entendues. Et en même temps, c'est trop généralisant de dire ça parce qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de recours et d'actions, Nicolas l'a rappelé, qui ont abouti. Et on pourrait dire que, un peu trivialement peut-être, mais la situation, elle serait certainement pire sans l'engagement et le travail des associations. Voilà. Mais peut-être pour conclure, en fait, je voudrais quand même souligner quelque chose qui est un peu un non-dit dans le monde associatif, c'est qu'en fait, on observe une pluralité des prises de position. Et notamment, si on regarde non pas les plateformes de revendication ou les tracts des associations, mais si on écoute les militants, par exemple, on se rend compte que en fait, tout le monde ne pense pas exactement la même chose. Et j'avais réalisé une enquête par questionnaire auprès de militants, donc environ 400 qui avaient répondu. Et dans ce questionnaire, il y avait des questions sur les opinions et les valeurs défendues par les militants. Et les résultats, ils étaient assez troublants au départ, parce qu'en fait, j'ai obtenu, disons, j'ai montré qu'il y avait une espèce de continuum de prise de position entre un pôle que j'ai appelé de la contestation et un pôle que j'ai appelé de l'attestation. Alors, du côté de la contestation, c'est peut-être le plus visible, ce qu'on entend le plus, c'est des militants qui expriment des opinions vraiment très opposées à l'existence même des frontières, à l'existence même des centres de rétention, qui refusent la logique du cas par cas, qui refusent en fait l'existence de politiques migratoires et qui considèrent que tout le monde a le droit de vivre là où il l'entend et que du coup, il faut régulariser tout le monde. Voilà. Mais il y a aussi d'autres militants, et ils étaient quand même pas si invisibles que ça dans le questionnaire, disons, plutôt du côté de l'attestation cette fois-ci, avec des militants qui en fait exprimaient l'idée selon laquelle pour eux, en fait, c'est nécessaire de contrôler les frontières et de contrôler les migrations, que c'est pas possible d'accueillir tout le monde. Et ils avaient vraiment intériorisé cette idée qu'il faut choisir et il faut du coup, alors souvent exprimer une préférence, souvent pour la figure du réfugié quand même, mais que ça paraissait pas si scandaleux que ça d'en expulser une partie. Bon, et évidemment, entre ces deux pôles vraiment radicalement opposés, bah, il y avait une espèce d'infinité de positions et de valeurs exprimées. Je trouve ça quand même intéressant de le souligner parce que tout compte fait, tous ces militants qui pensent parfois pas exactement la même chose, bah, ils participent à la même cause et parfois au sein des mêmes associations et des mêmes collectifs, ce qui, toujours pareil, quand on fait de l'observation de terrain, ce qui vaut quand même parfois des conversations assez animées hein, sur les revendications et l'état du monde associatif. Mais du coup, de là à dire que l'objectif du monde associatif, c'est de faire évoluer les politiques migratoires, ben, en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est plus complexe que ça. Si, vous voyez, c'est une question de point de vue, c'est une question, c'est un peu de la méthode en sciences sociales, là, mais ça dépend ce qu'on regarde. C'est-à-dire si on regarde les tracts ou les textes officiels des associations ou des collectifs interassociations, on n'aura pas forcément la même vision que si on écoute les militants
dans un cadre plus intime, par exemple un entretien, un récit de vie, ou si on fait passer un questionnaire qui est anonyme. Voilà, on n'obtient pas exactement les mêmes résultats. Et voilà, c'était un peu pour montrer qu'il y a de la pluralité dans tout ça. Et je trouve ça aussi important d'en rendre compte, disons. Voilà. Oui, je pense que ça va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent aujourd'hui, de voir qu'il y a toutes ces choses assez complexes qui ne se disent pas forcément ouvertement, je suppose, dans certaines réunions. Il peut y avoir des discussions animées autour de certaines choses, mais peut-être des prises de position qui sont un petit peu tues au sein des associations Ouais, parce qu'elles sont ouais, difficiles à partager, tout à fait. ouais. Ouais, je me souviens par exemple d'un militant de la CIMAD, pour le coup, j'en parle, qui lui intervenait, il intervenait en prison. Et donc une partie du travail de la CIMAD qui est un peu rude, hein, donc on parle de son entrée en prison. Et en fait, il me dit qu'il ne parle pas beaucoup avec les autres militants, que c'est plutôt un solitaire dans la vie. Bon, que l'entretien se poursuit. Et en fait, il finit par m'expliquer que, en fait, politiquement, il n'est pas du tout d'accord avec le gros des troupes, quoi, du groupe local. Et que lui, en fait, vraiment, ce qui est important pour lui, c'est l'exercice des droits. Mais si à partir du moment où l'exercice des droits a été respecté, si cette personne n'obtient pas de titre de séjour, elle doit être reconduite dans son pays. Et il me dit, mais ça, ne dis surtout pas que je t'ai dit ça. Ça, je ne peux pas le dire publiquement. Donc voilà, enfin, c'est parfois des militants plus discrets, effectivement, dans les situations collectives. Ouais. Merci Nicolas Fischer, merci Mathilde Pett. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Je laisse le mot de la fin à Nina Vorel qui va vous rappeler peut-être les prochains rendez-vous et où retrouver les rendez-vous précédents en ligne. Nina? Merci beaucoup Marion, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à nos intervenants, nous espérons avoir répondu à vos questions. Pour clore ces journées d'études, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h30 sur notre chaîne YouTube pour une rencontre avec Damien Carême, député européen et ancien maire de Grande-Synthe. Cette rencontre sera également animée par Mathilde Pett. Et je vous rappelle également que le mémorial a le plaisir de rouvrir ses portes enfin au public demain, mercredi à partir de 10h. Donc, nous vous accueillerons avec plaisir sur site pour l'exposition permanente ou pour visiter notre exposition temporelle actuelle qui s'appelle Tresci Archi, qui présente des peintures de Serge Volin réalisées à partir de témoignages de harkis qui ont été recueillis par Fatima Besnassi-Lancou. Merci encore et à très bientôt en ligne ou en présentiel au mémorial et bonne journée. Au revoir.